Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je veux vous présenter l'homme sans qui vous n'existeriez peut-être pas, Vassili Alexandrovitch Archipov. C'est un peu comme avec Stanislas Petrov dont j'ai parlé dans cette vidéo. Archipov a eu le destin du monde entre ses mains. Nous sommes le 1er octobre 1962, en plein durant la guerre froide, et les tensions entre les États-Unis et l'Union soviétique sont à leur maximum. Vassili Archipov est alors sous l'eau, non loin de Cuba, à plusieurs dizaines de mètres de profondeur, dans le sous-marin B-59, en train d'essayer de passer le blocus américain de Cuba. Les navires américains larguent des charges de profondeur pour interdire aux submersibles de pénétrer dans la zone de blocus. Mais ce que les Américains ignorent, c'est que le B-59 est armé d'une torpille à charge nucléaire. Et alors que les charges explosent tout près de la coque du sous-marin, le commandant hésite à lancer cette fameuse torpille nucléaire. Ici c'est Baptiste, et il est temps de parler histoire. C'est pas très malin de faire une vidéo quand t'es malade. L'histoire de Vassili Alexandrovitch Archipov prend place durant la guerre froide, une guerre qui commence en 1947 et oppose deux blocs, d'un côté les États-Unis et leurs alliés, et de l'autre l'URSS et ses alliés. La guerre est qualifiée de « froide » car les dirigeants américains et soviétiques ont su éviter l'affrontement direct de leur pays, en partie par peur de déclencher une apocalypse nucléaire. Mais bon, ça ne les a pas vraiment empêchés de participer à des conflits tels que la guerre de Corée, la guerre d'Indochine, etc. La guerre froide a connu plusieurs périodes. La formation des deux blocs entre 1945 et 1955, la coexistence pacifique entre 1955 et 1962, la détente entre 1963 et 1975, la guerre fraîche entre 1975 et 1985, et enfin une nouvelle détente et la dislocation du bloc soviétique entre 1985 et 1991. Bon attention, les noms sont trompeurs, par exemple l'histoire d'Archipov prend place à la fin de la coexistence pacifique, et on est très loin d'être en période de paix. Cette période est même caractérisée par de nombreux affrontements comme Dien Bien Phu, la crise du canal de Suez, ou même le blocus de Berlin et la construction du mur de Berlin. Ça vous parlera peut-être davantage si je vous dis que cette période est aussi caractérisée par ce qu'on a appelé l'équilibre de la terreur. En effet, la guerre froide est une course pour savoir qui est le meilleur entre les États-Unis et l'URSS. Et cette course se fait dans tous les domaines, technologiques, économiques, culturels, spatial, militaire et plus précisément nucléaire. Et c'est ce domaine-là qui nous intéresse aujourd'hui. Le but est de développer de plus en plus d'armes nucléaires et de plus en plus puissantes. Chaque bloc a ainsi la capacité nucléaire d'anéantir l'autre, d'où le nom d'équilibre de la terreur. Nous sommes donc en 1961. L'URSS est désavantagée et Nikita Khrouchtchev, qui dirige le pays à cette époque, le sait. Les États-Unis ont déployé 15 missiles Jupiter en Turquie, 30 autres en Italie. Chacun de ces missiles est équipé d'une ogive nucléaire et est capable d'atteindre le territoire soviétique. Les missiles de l'URSS sont certes performants, ils ne permettent pas d'atteindre le territoire américain. Trop loin. L'URSS ne dispose pas d'alliés suffisamment proches non plus, et comme si ça ne suffisait pas, les États-Unis possèdent 8 fois plus de bombes et d'ogives nucléaires que lui. Ils sont foutus. Mais l'histoire va faire un clin d'œil sadique à Khrouchtchev, à Cuba, petite île très proche du territoire américain, à peine 150 km. Parfait, ces missiles SS-5 ont une portée de près de 4000 km. Si on fait de Cuba un allié, il est possible de rétablir l'équilibre et de menacer les États-Unis comme eux menacent l'URSS. Et oui, je rappelle que nous sommes en plein dans l'équilibre de la terreur. Bon, ça suffit maintenant. Bon, mais comment faire de Cuba un allié? Bah oui, laissons-les venir à nous. En fait, il faut savoir que les États-Unis ont dégagé les Espagnols de Cuba en 1898. Et ils se sont depuis très largement impliqués dans la vie politique cubaine. Un peu trop. Ils ont soutenu le dictateur Batista qui a vidé les caisses de Cuba, puis ils ont soutenu Fidel Castro contre Batista. Une fois au pouvoir en 1959, Castro veut que Cuba soit indépendante. En effet, les États-Unis possèdent plus de la moitié des entreprises du pays. Faut que ça cesse! Mais difficile de rester seul dans ce contexte de guerre froide, et c'est ainsi que Cuba nationalise toutes les entreprises du pays et signe un accord commercial avec l'Union soviétique en février 1960. Et tandis que les premières sanctions économiques américaines contre Cuba tombent et que les États-Unis rompent leurs relations diplomatiques avec l'île, le dirigeant soviétique Khrouchtchev se déclare prêt à défendre l'île contre les forces agressives de Washington. Après le débarquement raté de la baie des Cochons des contre-révolutionnaires cubains, soutenus par les États-Unis, lors d'une intervention télévisée, Castro se définit comme un marxiste-léniniste le 2 décembre 1961 et annonce que Cuba adopte le communisme. Khrouchtchev se frotte les mains, les États-Unis sont furieux
Et d'ailleurs, ils mettent en place un embargo économique, commercial et financier contre Cuba le 3 février 1962 et qui dure encore aujourd'hui en 2019. Cuba demande aux soviétiques un soutien militaire, craignant que les États-Unis tentent à nouveau d'envahir l'île après l'échec le 16 avril 1961 du débarquement dans la baie des Cochons. Et donc, Khrouchtchev, possédant enfin un allié sur le continent américain, lance en mai 1962 l'opération Anadyr, nom de code utilisé par l'Union soviétique, pour son opération secrète qui consistait à déployer des missiles balistiques, des bombardiers à moyenne portée et une division d'infanterie mécanisée à Cuba pour créer un groupe militaire capable de prévenir une invasion de l'île par les forces américaines, et puis surtout, de pouvoir toucher le territoire américain en cas de conflit nucléaire. Ce qui à l'époque est quasiment inévitable. Khrouchtchev envoie 50 000 soldats, 36 missiles nucléaires SS-4 avec une portée de 2000 km et 2 SS-5 avec une portée de 4000 km, des avions de chasse, bref, la totale. Mais tout ça dans le plus grand secret. Bah oui, il faut que quand les Américains découvrent les missiles à Cuba, ceux-ci doivent être prêts à être lancés sur les États-Unis. Et donc ce sera trop tard pour eux. Et du coup, durant toute l'opération Anadyr, Moscou garantit à Washington ne fournir que des armes défensives à Cuba et affirme ne disposer aucun missile sur son sol. Les navires qui amènent hommes et matériel sont camouflés, à l'extérieur on voit des machines agricoles et à l'intérieur se trouvent les troupes et les armes. Le déchargement se fait d'ailleurs uniquement de nuit et dans 14 ports cubains différents. Et même le nom de l'opération porte à confusion. Anadyr, c'est le nom d'une rivière qui se jette dans le détroit de Bering, histoire de bien tromper les informateurs américains que circulez, y a rien à voir. Qu'est-ce que ça va être quand les États-Unis vont découvrir la supercherie? Eh ça va donner la crise des missiles de Cuba. Le 2 octobre 1962, Khrouchtchev lance l'opération Kama. 4 sous-marins d'attaque diesel électrique de classe Foxtrot de la marine soviétique, appareils de la péninsule de Kola, avec à leur bord une torpille nucléaire chacun. Les sous-marins ont pour mission de rejoindre le convoi de cargo soviétique qui fait route vers Cuba, avec à leur bord les missiles nucléaires destinés à compléter le dispositif déjà en place sur l'île. Ils avaient pour mission de protéger le convoi, si besoin au prix du torpillage des navires qui tenteraient de s'interposer. Dans l'un de ces sous-marins, le B-59, se trouve Vassili Archipov, officier de la marine soviétique. Et ce qu'il ignore, c'est que son sous-marin va se retrouver au cœur de la crise des missiles de Cuba et qu'il va y jouer un rôle déterminant. La crise des missiles de Cuba, c'est un conflit de 13 jours qui va voir les deux superpuissances passer très près de la guerre nucléaire entre le 16 et le 28 octobre 1962. Ainsi, du 17 juin à la mi-octobre 1962, les troupes et matériels sont acheminés par 86 bateaux. Les Américains, quant à eux, voient bien qu'il y a pas mal de circulation du côté de Cuba, et même si les plus gros navires peuvent transporter des missiles balistiques à capacité nucléaire dans leur cale, les avions de reconnaissance américains ne voient rien d'alarmant. Jusqu'au 14 octobre 1962, lorsqu'un avion espion U-2 photographie les sites d'installation des missiles SS-4 à Cuba. Des rampes de lancement, missiles, bombardiers, fusées, conseillers soviétiques sont repérés à Cuba. On identifie également 26 navires soviétiques transportant des ogives nucléaires en route vers l'île. Trahison! On nous a menti! Les États-Unis mettent rapidement en place un blocus maritime de l'île et tout le monde se prépare à faire la guerre. Le 24 octobre, le blocus est en place et c'est à ce moment-là que les 4 sous-marins soviétiques arrivent. Mais ils ne sont pas encore repérés et ont pour ordre de rester dans les profondeurs pour échapper à la surveillance américaine. Le B-59 est coupé du monde soviétique et ne reçoit plus aucune communication. À l'intérieur, la situation se dégrade rapidement. Les sous-marins sont partis depuis 3 semaines et les instructions de Moscou se font attendre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des sous-marins à propulsion diesel électrique et donc ils doivent remonter régulièrement à la surface pour recharger leurs batteries. Et même lorsqu'ils remontent, rien. En l'absence de nouvelles de Moscou, le radio-opérateur est contraint d'essayer d'écouter les nouvelles diffusées à la radio. Les émissions américaines parlent de la préparation de l'invasion de Cuba par les Américains, de l'armement de la flotte de l'Atlantique et de la mobilisation générale. Certains analystes américains spéculent même ouvertement sur la présence de sous-marins soviétiques autour de Cuba. Mince, sont-ils repérés? Et comme si ça ne suffisait pas, le séjour prolongé des sous-marins soviétiques dans les eaux chaudes de la mer des Sargasses engendre des avaries. Eh oui, ces sous-marins ont été conçus pour naviguer dans les eaux gelées de l'océan Arctique, pas dans une mer chaude. Et donc, à bord du B-59, le système de refroidissement de l'air tombe en panne. L'air devient rapidement irrespirable et dans certaines sections du sous-marin, les températures avoisinent les 60 degrés. L'équipage n'en peut plus et en plus il est déshydraté et on le limite à un verre d'eau potable par jour. Et comme si ça ne suffisait toujours pas, les rations alimentaires diminuent très rapidement. Le 27 octobre, le sous-marin doit faire surface pour recharger les batteries. C'est ce jour-là que Vassili va avoir le destin du monde entre ses mains. Et alors que le sous-marin faisait sa petite affaire, il est repéré par le porte-avions USS Randolph et ses 11 destroyers qui l'accompagnent. Vite, Savitsky le commandant ordonne une immersion d'urgence alors même que les batteries du sous-marin ne sont rechargées qu'à 20%, ce qui lui laisse environ 6 heures d'autonomie.
dans l'espoir de forcer le sous-marin à refaire surface pour l'identifier. Oui, je rappelle, on n'est pas en guerre, il faut pas le détruire. La marine américaine largue plusieurs bombes sous-marines non létales. Ce que les États-Unis ne savent pas, c'est que le B-59 est armé de 22 torpilles et d'une torpille nucléaire qu'il est habilité à lancer sans attendre l'approbation de l'état-major soviétique en cas d'attaque. Paniqués par les explosions répétées et désorientés par la chaleur accablante qui règne à bord du sous-marin, les marins soviétiques imaginent déjà que la guerre nucléaire a débuté. Le commandant Valentin Savitsky, complètement épuisé, incapable d'établir des communications avec Moscou, devient furieux et ordonne que la torpille nucléaire, qui possède une puissance équivalente à celle larguée sur Hiroshima, soit insérée dans son tube. Savitsky crie alors « Nous allons les faire exploser à présent. Nous allons mourir, mais nous les coulerons tous !» Mais, et heureusement qu'il y a ce « mais », il faut savoir que les 3 autres sous-marins, qui ont aussi une torpille nucléaire, n'ont besoin que de l'autorisation de l'officier politique qu'on trouve dans chaque sous-marin, en plus du commandant du coup, pour lancer la fameuse torpille. Et dans le B-59 se trouve Vassili Archipov, qui n'est pas le commandant du sous-marin, ça c'est Savitsky, ni l'officier politique, ça c'est Maslenikov. Par contre, il commande la flottille, c'est-à-dire l'ensemble des 4 sous-marins. Et donc, uniquement dans le B-59, ils sont 3 à devoir donner leur accord. Si Maslenikov donne rapidement son accord, Archipov refuse catégoriquement. Gardant la tête froide au milieu du chaos qui règne à bord, Archipov réussit à convaincre Savitsky que les Américains ne cherchent pas à détruire leur sous-marin, ce serait déjà fait depuis longtemps, mais plutôt à lui faire quitter les profondeurs de la mer des Caraïbes. Ils prennent alors la décision de refaire surface, de toute façon les batteries sont presque vides, et il faut renouveler l'air à l'intérieur du sous-marin. Lorsque le sous-marin refait finalement surface le 28 octobre au milieu de la flotte américaine, son équipage constate que la guerre n'a pas lieu. États-Unis et URSS n'étant pas en guerre, le sous-marin est libre de repartir vers l'URSS. Quant à la crise des missiles de Cuba, elle s'achève le même jour, le 28 octobre, alors que l'URSS accepte de retirer les armes nucléaires de Cuba. Les États-Unis, quant à eux, garantissent qu'ils ne tenteront pas une invasion de Cuba et qu'ils retirent leurs missiles de Turquie et d'Italie. Pour l'anecdote, c'est suite à cette crise qui a mené le monde au bord d'une guerre nucléaire que le fameux téléphone rouge, ligne de communication directe entre les États-Unis et l'Union soviétique, a été mis en place. Après ces événements, Archipov continue de faire carrière dans l'armée soviétique. Commandant, contre-amiral, vice-amiral, il prend sa retraite en 1985 et meurt en 1998 à l'âge de 72 ans. Si Vassili n'avait pas été là pour empêcher le lancement de la torpille nucléaire, de nombreux historiens s'accordent à dire que la Troisième Guerre mondiale aurait probablement débuté à cette date-là, provoquant une apocalypse nucléaire sans précédent qui aurait causé un nombre incalculable de victimes. Et le saviez-vous, il a fallu attendre 2002 pour que l'histoire de ce héros méconnu et l'existence de la torpille nucléaire embarquée par le B-59 ne soit révélée. En 2002, le commandant à la retraite Orlov, un participant aux événements, a tenu une conférence de presse révélant que les sous-marins étaient armés de torpilles nucléaires et que Archipov était la raison pour laquelle ces engins n'avaient pas été tirés. Jusque-là, l'histoire de Vassili Archipov n'a jamais été reprise par les journaux, tant et si bien qu'il n'a jamais été honoré pour son geste qui a évité une guerre nucléaire. Eh bien, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de partager la vidéo, c'est le meilleur moyen de faire progresser la chaîne. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, m'aider de manière directe, financièrement sur Tipeee ou YouTube. N'oubliez pas de montrer votre amour de l'histoire dans les commentaires et de lâcher le petit pouce en l'air qui va bien. Un grand merci à tous les tipeurs et les fire tipeurs. Si cette émission en est arrivée jusque-là, c'est grâce à vous. Rejoignez-les et j'espère vous revoir très vite, moins malade, histoire de parler histoire. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube. Ici, on parle d'histoire avec un grand Y.